Rebonjour à tous, nous allons reprendre donc nos échanges et cette deuxième partie de la matinée nous invite à franchir les Alpes pour nous rendre en Italie, où j'espère que la situation est bonne en ce qui concerne les inondations qu'on a pu voir dans la région de Florence et autres. Et nous allons donner la parole tout de suite au professeur Pietro Francina de l'Université catholique de Milan pour qu'il nous donne son regard sur le projet français. Vous avez la parole, cher collègue. Merci. Merci Ludovic pour l'invitation. Merci à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce colloque. Vu d'une perspective italienne, le projet français de code de droit international privé a, si je peux dire ainsi, un air de famille. Les solutions qui sont consacrées dans ce texte sont évidemment différentes sur plusieurs aspects. Des solutions qui se trouvent dans la loi italienne de droit international privé de 1995. Mais l'observateur italien, en lisant ce texte, reconnaît assez vite des orientations générales, des sensibilités qui se sont imposées en Italie justement à l'occasion de l'introduction de cette loi de 1995. Je fais référence d'abord à l'approche intégrale à la discipline, à savoir la volonté d'aborder à la fois et de façon coordonnée l'ensemble des questions suscitées par des situations relevant du champ de droit international privé. Et cette approche intégrale me semble avoir été prise très au sérieux par les auteurs de ce texte. Je fais référence moi aussi au livre 3 de ce projet qui est fort intéressant. Il y a quelque chose en ce sens dans la codification italienne, mais une telle richesse de dispositions est vraiment unique. Et ça donne l'idée, comme je le disais, d'une prise très au sérieux de cette approche intégrale. Une autre chose que l'on reconnaît, c'est, et là aussi cela a déjà été évoqué, c'est une volonté d'exploiter, disons, le potentiel pédagogique de ce texte avec toutes les questions que cela peut susciter. Il ne s'agit pas uniquement de prescrire, mais aussi de guider l'utilisateur du code. Je ne dis pas l'interprète, l'utilisateur, car il y a un élément économique, je le vois aussi dans cette, je ne dirais pas insistance, mais cette référence à, disons, aux avantages économiques qu'une codification peut donner. Donc, cette idée d'utilisateur me semble appropriée. Mais il y a aussi un troisième élément, une troisième orientation générale qui me semble très intéressante et concerne le souci, disons, de coordination des sources. Et c'est justement, étant donné que mon temps est limité, c'est le seul aspect sur lequel je voudrais me concentrer. Alors, j'ai choisi cet aspect-là qui me semble avoir intéressé aussi les autres orateurs, c'est pas par hasard, je crois, un double titre. D'une part, parce qu'il s'agit évidemment à l'époque actuelle d'une question cruciale. Le paysage normatif du DIP est évidemment complexe, fragmenté, donc la question générale de la coordination de sources s'impose en tout cas. Mais il y a une autre raison qui tient disons, à une particularité de la codification italienne. La codification italienne a été peut-être historiquement la première à se poser sérieusement la question de la coordination des sources. Pour des raisons à la fois, je dirais, culturelles, historiques, dans l'histoire des idées de droit international privé en Italie. Une grande ouverture et curiosité a toujours caractérisé la doctrine italienne dans ce domaine, mais aussi pour des raisons pratiques. La codification italienne date, je le disais, des années 90, et c'est justement l'époque d'un grand essor du processus d'unification du droit international privé à l'échelle internationale, mais aussi c'est une époque d'annonce de développement ultérieur au niveau de l'Union européenne. Tout cela a été bien tenu en compte par le législateur italien qui s'est donc posé la question de la coordination et a énoncé des solutions qui, à l'époque, étaient une marque d'originalité, disons, de la loi italienne.
Et les solutions sont essentiellement les suivantes. En Italie, une réserve générale formulée à l'égard, en réalité, des conventions internationales. À l'époque, la communautarisation de l'international privé n'avait pas encore commencé. Et puis, tout au long de la loi de 1995, différents efforts de coordination, que ce soit par alignement aux textes internationaux ou par renvoi. Renvoi notamment aux conventions internationales. À l'époque, ce n'était que ça, comme je le disais. Renvoi utilisé essentiellement, et ça c'est une particularité, la particularité sur laquelle je voudrais me concentrer en particulier, une coordination par renvoi dans le but d'éteindre, de réaliser une extension du champ d'application des textes internationaux. Il y a un renvoi à la Convention de Bruxelles de 1968, qui n'a jamais été reformulé par ailleurs, suscitant de problèmes d'interprétation que l'on peut imaginer. Il y a un renvoi à la Convention de La Haye de 1961 sur les mineurs. Là aussi, il n'y a pas eu de reformulation. Le législateur italien est assez paresseux s'agissant du droit international privé. Et il y a un renvoi à la Convention de Rome. Là aussi, aucune reformulation pour l'instant. Et ce sont tous des renvois, en tout cas, c'est ça l'expression qui est utilisée. Donc, les obligations contractuelles sont réglées en tout cas par la Convention de Rome, dit l'article 57 de la loi italienne. Et ce « en tout cas » signifie justement même si la Convention de Rome n'aurait à s'appliquer parce que la situation tombe en dehors du champ d'application de la Convention elle-même. Or, je constate que le projet français contemple lui aussi des tels renvois, mais je note aussi que la façon dont les codes français ou le projet de code français aborde cette technique est plus nuancée et plus prudente. Plus prudente parce qu'il ne s'agit pas, comme c'est le cas en Italie, d'une technique de renvoi largement utilisée et aveugle. C'est plutôt des renvois qui sont à chaque fois considérés en fonction des particularités de la situation. Une grande différence, je la trouve par exemple s'agissant des forts spéciaux du règlement Bruxelles bis. D'après l'article 3 de la loi italienne de droit international privé, le renvoi fait que l'article 7.1 actuel ou 7.2 s'applique à chaque fois comme il est, malgré le domicile du défendeur dans un État tiers. Je ne vois par contre que les articles 88 et 91 du projet de code introduit des solutions alternatives ou dans le cas de l'article 88 par exemple, des solutions qui sont en partie des codifications à la française, disons, de la jurisprudence de la Cour de justice, mais qui vont au-delà avec une référence à la nationalité par exemple. Or, l'expérience italienne avec ces renvois peut être intéressante pour le législateur français, dans la mesure où il s'agit d'une expérience qui montre certains avantages de la technique du renvoi, donc le renvoi aveugle, et évidemment certains risques. Les avantages. Alors je note en analysant la jurisprudence des cours italiennes à propos de ces renvois, qu'au fil du temps, un phénomène d'osmose s'est produit, général, entre la jurisprudence de la Cour de justice et la jurisprudence des tribunaux italiens, s'agissant évidemment des situations qui viennent tomber sous le champ d'application, dans le champ d'application des textes européens ou internationaux, en raison de ce renvoi. Mais c'est une osmose qui va parfois au-delà de ce domaine. Il y a par exemple une jurisprudence italienne qui utilise l'approche, disons, très libérale aux formes des clauses d'élection de fort, donc une approche libérale européenne
européenne, même si la situation tombe entièrement sous le coup des règles italiennes. Donc il y a une osmose, je le signale, je le traite comme un avantage, car cela signifie finalement une certaine simplification. C'est vrai que cela a requis un certain temps, mais finalement, les tribunaux italiens se trouvent à travailler avec un seul ou un corpus principal de jurisprudence, celui de la Cour de justice, et non pas à décider entre l'une situation et l'autre. Les risques, évidemment, sont d'autre nature. Ils ont à faire essentiellement avec le fait que l'insertion dans la législation de source interne de solutions qui ont été conçues pour les finalités spécifiques des textes internationaux n'est pas toujours appropriée. Par exemple, et je reviens aux forces spéciaux du règlement Bruxelles 1 bis, le règlement Bruxelles 1 bis semble essentiellement concerné avec un souci disons, de protection du défendeur et oublie entièrement les exigences d'ouverture des tribunaux italiens lorsqu'il y a une exigence qualifiée, caractérisée d'accès à la justice. Et par exemple, la Cour suprême italienne, la Cour de cassation, a essayé, mais sans vraiment succès, de proposer une interprétation constitutionnelle, disons, ou consciente des contraintes constitutionnelles des règles de compétence pour élargir les opportunités, disons, données aux demandeurs d'agir en justice en Italie, en créant de ce fait une forte nécessité, mais cette tentative n'a pas vraiment abouti. Il n'y a finalement qu'un seul arrêt de la Cour de cassation qui a tenté cette voie et qui n'a pas été suivi par la suite. Et finalement, on se trouve dans une situation où, du fait de l'élargissement aveugle des solutions du règlement Bruxelles 1 bis, on est très respectueux vis-à-vis du défendeur, mais pas en mesure de assurer un accès à la justice approprié dans des situations où un accès à la justice serait nécessaire. Il y a plusieurs raisons pour cela et je ne vais pas les analyser. Je note par ailleurs que je ne suis pas certain que le projet de code français offrirait des solutions parfaites à ce même problème. Bien sûr, la référence aux critères, aux chefs de compétences de la nationalité va aider en ce sens, mais seulement s'il s'agit d'une façon alternative de concevoir, et très limitée évidemment, de concevoir en forme de nécessité. Si je comprends bien, l'article 18 du projet de code ne s'appliquerait pas dans des conditions telles qu'un litige en matière délictuelle ou contractuelle. Cela dit, la coordination entre sources reste, en Italie comme en France aujourd'hui, et à l'avenir, un exercice très compliqué, très difficile. Et je voudrais signaler 3 défis que je constate. Et je voudrais les discuter au vu des dispositions du projet de code. Un premier défi concerne, lors d'un renvoi, ou d'un renvoi nuancé, un renvoi avec variation, un souci de cohérence, pas seulement au niveau de solution, le renvoi assure cette cohérence au niveau de solution, mais aussi au niveau de principe inspirateur. Le renvoi assure cette cohérence de solution. Lorsque le renvoi n'est pas suffisant et des variations sont introduites, il faut, je crois, être conscient des principes inspirateurs du texte auquel la référence, le renvoi est fait. Je tiens un exemple de l'article 37 du projet de code qui concerne la compétence en matière de protection des adultes.
on renvoie en fait à la Convention de La Haye de 2000, mais en même temps, les auteurs du texte ont eu le souci d'élargir la portée, disons, de l'opportunité d'agir en justice en France, en prévoyant notamment comme règle, comme chef de compétence, la nationalité de l'une des parties, alors que, en considérant les principes qu'inspirent la Convention de La Haye de 2000 et la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, on aurait pu s'attendre à ce que seule la nationalité du majeur qu'il s'agit de protéger avait une place dans cette règle. En fait, la centralité de la personne majeure est en principe pas seulement consacrée par la Convention de La Haye, mais c'est exactement ce que demande au niveau du droit international de la protection des droits de l'homme la Convention des Nations Unies de 2006 sur le droit des personnes handicapées. Donc, lors d'une extension avec variation, avec l'introduction de nouveaux chefs de compétences, ce souci de cohérence entre le principe s'impose et je vois très bien, par l'exemple que j'ai fait, qu'il est difficile d'assurer cette cohérence. Deuxième exemple, deuxième souci, deuxième défi, si on veut, concerne l'attitude des textes auxquels il est fait renvoi de régler effectivement les situations pour lesquelles le renvoi est contemplé. Et là aussi, j'ai un exemple qui concerne la protection des adultes. Je fais référence à l'article 37, donc la loi applicable. Si je me souviens bien, oui, non, c'est plutôt... la compétence. Oui, l'article 37, c'est la compétence, oui, pardon, c'est plutôt l'article 39, en fait, oui, c'est ça. Et donc, une référence est faite à la Convention de La Haye, en général, concernant la loi applicable, quand les juridictions françaises sont compétentes. Mais on ne considère pas, par exemple, qu'il y a des questions qui rentrent dans le champ de la Convention de La Haye de 2000, mais qui ne font pas l'objet de règles de conflit spécifiques au sein de la Convention. C'est le cas de la représentation légale qui existe en Autriche, qui existe en Allemagne, qui n'existe pas partout, mais qui existe parfois, et donc c'est une question qui s'impose. Il est certain que la Convention de La Haye s'applique à cette représentation. Il est aussi certain qu'il n'y a pas de règles de conflit dans la Convention, et donc renvoyer à la Convention sans ajouter des règles spécifiques pour cette situation pose un problème, laisse un vide. Et donc finalement, c'est un renvoi, ici un renvoi simple, sans variation, qui ne remplit pas sa fonction de donner un cadre complet. Le troisième défi concerne l'effet utile, l'articulation, si on veut, de règles de partie spéciale où il y a un renvoi et les règles de partie générale. Et l'exemple que je vais prendre pour discuter, c'est l'article 14 du texte de projet de code, celui qui concerne la connaissance du droit étranger. Et je fais référence en particulier au dernier alinéa qui vise le cas où, malgré les efforts, il serait impossible de déterminer le contenu du droit étranger applicable. Et la solution assez classique qui est préconisée consiste à appliquer la loi du fort. Or, en Italie, on a une règle différente, quelque peu différente, à savoir que l'application de la loi du fort n'est que la dernière solution possible. Avant d'arriver là, il s'agit pour le tribunal de vérifier s'il n'y aurait pas d'autres critères de rattachement qui seraient applicables en l'espèce. Et s'il y a d'autres critères de rattachement, il appartient à ces autres critères de rattachement de s'appliquer et de désigner éventuellement un droit étranger différent. Ainsi, en matière de divorce, par exemple, si les époux ont bien fait un choix
de la loi applicable, mais la loi choisie ne se prête pas à être connue avec la précision, la clarté requise par les codes. La solution ne consiste pas en l'application en Italie de la loi italienne, mais plutôt au recours. Il s'agit de recourir à l'article 8 du règlement Rome 3 et de voir s'il n'y aurait pas, par exemple, un droit étranger différent. J'en parle en termes de coordination de sources parce que la solution italienne, qui est très compliquée, je l'avoue, est pourtant respectueuse de l'effet utile des textes internationaux, des textes européens. Parce que au lieu de les écarter tout de suite, la solution italienne essaye d'exploiter au maximum les solutions uniformes qui sont fournies par le texte uniforme en question. Donc, dans le cas du règlement Rome 1, Rome 3, sans aller directement à la loi du fort, l'article 5, puis l'article 8, éventuellement à la suite, la loi du fort. Or, je sais que le temps est très limité, donc j'ai vu d'ailleurs qu'il y a une discussion, donc je laisse des questions de côté éventuellement pour les répondre. Quelques minutes, 2-3 minutes, si vous avez quelque chose à dire encore. J'en ai plusieurs et surtout j'aurai des questions à demander aussi, mais je le ferai dans la discussion parce que ça a été tellement intéressant la partie de la matinée que j'ai pas mal de questions qui m'intéressent. Et donc je me borne à d'autre part, certaines questions que j'aurais voulu aborder ont déjà été abordées, notamment en ce qui concerne les règles, disons le côté pédagogique de la codification qui suscite des questions fondamentales sur ce qu'est un code finalement. Et sur l'utilité, alors j'aborderai très rapidement cela aussi. Quand je parlais d'une osmose entre les sources internationales et le droit interne, c'est justement par le biais de ces renvois, parfois purement pédagogiques, que cette osmose s'est produite. Donc il y a, pas dans le texte d'un code, mais dans la vie d'un code, il y a une dynamique qui se dégage par des règles qui sont parfois purement narratives, informatives. Il faut considérer ça, et donc, même si cela n'est pas visible au début, au moment de l'énonciation de la règle, il y a dans la vie d'un code, disons, un potentiel de expansion des principes venus d'ailleurs, par exemple, par le biais d'un simple renvoi purement informatif. Donc il faut considérer aussi ça. Ludovic, tu as évoqué ce caractère pas purement neutre de certaines règles autrement neutres. Donc je ne sais pas, je crois que personne ne sait ce que sera de ce projet, mais je sais déjà quelque chose, c'est que c'est une source de discussion et de réflexion très riche et très intéressante. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers collègues. Et puis, vous aurez un peu de temps tout à l'heure à la discussion pour formuler vos questions. Je suppose au professeur Nourissa qui est prêt à y répondre puisqu'il incarne là le collectif qui a conçu le projet.